Comme on a déjà vu, ou bien on a déjà terminé le chapitre 5 de la première partie euh, d'économie et organisation administrative des entreprises et qui portait sur l'information dans l'entreprise, la dernière partie qu'on a traitée, c'était la diffusion de l'information. Aujourd'hui, on va voir des exercices sur toute la partie, mais commençons tout d'abord par les exercices sur la diffusion de l'information. Passons au premier exercice. Donc, pour le premier exercice, il porte sur une petite comparaison entre les deux outils de transmission de l'information écrite qu'on a déjà vu, dans le cadre toujours de la diffusion de l'information, et ces deux outils sont le telex et le fax. Ici, vous avez un tableau. On vous demande de coucher la colonne appropriée. Vous avez les caractéristiques concernant bien sûr chaque outil. Et à partir du caractéristique, ou bien des caractéristiques, vous allez coucher la case appropriée. Premièrement, transmet une copie fidèle à l'original. C'est l'original. Convient surtout au message court. Ne transmet que des textes dactylographiés. Permet l'échange des documents en couleur. Ne nécessite pas de savoir taper sur un clavier, rend possible la transmission de schémas et finalement ne permet pas d'avoir une signature sur le dossier. Donc en lisant ces caractéristiques, vous allez coucher la case qui correspond s'il s'agit bien sûr d'un telex ou bien de la télécopie. Donc un petit moment de réflexion avant de passer à la correction. Donc, passons à la correction. Commençons par les caractéristiques du premier outil. Il transmet une copie fidèle à l'original. Donc, de quoi il s'agit? Oui, bien sûr, il s'agit de la télécopie. Convient surtout au message court. Donc, c'est le telex. Ne transmet que des textes dactylographiés. Comme on a déjà vu, c'est toujours le telex. Il permet l'échange des documents en couleur. C'est la télécopie. Ne nécessite pas de savoir taper sur un clavier, c'est toujours la télécopie ou bien le fax. Rend possible la transmission de schémas, c'est la télécopie. Et finalement, ne permet pas d'avoir une signature manuscrite sur le dossier, c'est le telex. Oui, c'est le telex. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier exercice qui portait sur une comparaison entre le telex et le fax. Et toujours dans le cadre de la diffusion de l'information, on passe au deuxième exercice ou bien à l'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, je lis la question. Pour chacune des déclarations ci-après, indiquez à quel système de communication elle se rapporte. Bien sûr, elle, c'est les déclarations. S'exprimer à 10 sur une même ligne téléphonique, pouvoir nous parler mais aussi nous voir, participer à un événement comme si, donc ici c'est si, un SI, comme si on y était alors qu'on se trouve à des milliers de kilomètres, organiser une conférence à distance sans se voir, c'est-à-dire on s'entend seulement mais on ne va pas se voir. Donc ici, on a des déclarations et comme vous le constatez au niveau de la question, quel système peuvent porter un S comme ils peuvent ne pas porter le S. C'est-à-dire qu'ils peuvent être, ou bien qu'il peut s'agir d'un seul outil, ou bien de deux moyens. Donc un petit moment de réflexion et on passe à la correction. Pardon. Oui, passons à la correction. Commençons par la première déclaration. S'exprimer à 10 sur une même ligne téléphonique. Donc ici, on peut réaliser quoi? Des réunions en utilisant comme outil la ligne téléphonique. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la réunion téléphone. Ou bien on l'appelle aussi la télé-réunion. Deuxième déclaration, pouvoir nous parler, mais aussi nous voir. C'est-à-dire qu'on peut se voir et s'entendre. C'est la visioconférence et la visiophone. Donc, dans ces deux cas, on peut se voir et s'entendre en même temps. Troisième déclaration,
Participer à un événement comme si on y était alors qu'on se trouve à des milliers de kilomètres, c'est-à-dire organiser des événements à distance. C'est la vidéotransmission. Et finalement, la dernière déclaration, organiser une conférence à distance sans se voir, c'est-à-dire, on va tout simplement s'entendre sans se voir, c'est l'audioconférence. Bon, ça c'est en ce qui concerne le deuxième et qui permet en quelque sorte de comparer les autres outils ou bien moyens de transmission de l'information orale ou bien audiovisuelle. Maintenant, on va voir des exercices sur toute la partie concernant toujours l'information dans l'entreprise, c'est-à-dire des exercices qui portent sur le chapitre 1, 2, 3 et 4. Commençons par l'auto-évaluation. Donc, on va faire cette auto-évaluation sous forme de vrai ou faux. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de répondre par vrai ou faux. Donc, autrement dit, vous allez cocher la bonne case. L'information est un contenu des échanges entre l'homme et son environnement. Ça, c'est la première situation. 2. Une information est pertinente lorsqu'elle appartient à la réalité la plus récente. 3. Une banque de données s'interroge par télécopie. Et 4. Les supports magnétiques conservent de façon permanente les informations enregistrées. Donc, je vous donne un petit moment pour réfléchir, avant bien sûr de passer à la correction. Pardon. Oui, passons maintenant à la correction. Commençons par 1. L'information est un contenu des échanges entre l'homme et son environnement. Bien sûr, c'est vrai, parce que c'est ça l'utilité de l'information. C'est quoi? Bien sûr, elle permet l'échange entre, bien sûr, l'homme et son entourage ou bien son environnement. 2. Une information est pertinente lorsqu'elle appartient à la réalité la plus récente. Donc, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on a déjà dit qu'on dit que l'information est pertinente lorsqu'on se sent concerné par cette information. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle nous touche, qu'elle nous concerne, qu'elle va nous être utile. Une banque de données s'interroge par télécopie. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est faux. Donc, une banque de données, elle s'interroge par ordinateur et non pas par télécopie. Les supports magnétiques conservent de façon permanente les informations enregistrées. Bien sûr, c'est vrai. C'est bon. Passons maintenant aux exercices. Commençons par le premier exercice et qui va porter sur le traitement de l'information, bien les étapes de traitement des informations qu'on a déjà vues et qui sont au nombre de 5. La saisie, la collecte, le traitement, la diffusion et finalement l'archivage de l'information. Vous avez 5 situations. Bien sûr, vous allez relier par flèche les situations aux étapes. Commençons par la secrétaire range avec un A, les documents. L'assistante du médecin enregistre les noms des patients. Le professeur ramasse les copies. L'épicier calcule le total à payer. Le directeur informe ses collaborateurs des résultats. Pour les opérations, bien sûr, comme on a déjà vu, on a la diffusion, le traitement, la collecte, l'archivage et finalement la saisie. Donc, je vous laisse le temps pour réfléchir à l'exercice. Oui, passons à la correction. Donc, on a la secrétaire range les documents. Donc, le verbe ranger, c'est le verbe rassembler, c'est le verbe collecter. Donc, la première situation, la secrétaire range les documents, c'est une collecte. Pardon. Ranger, c'est classer, autrement dit, c'est classer, pardon. Donc, il s'agit de l'archivage. L'assistante du médecin enregistre les noms des patients. Donc, enregistrer, c'est une opération de saisie. Le professeur ramasse les copies. Donc, ramasser, c'est rassembler ou bien regrouper ou bien collecter. Quatrièmement, l'épicier calcule le total à payer. Donc, calculer, c'est une opération de traitement. Bien sûr, le traitement,
ou bien au niveau du traitement, on peut effectuer plusieurs opérations parmi lesquelles on peut effectuer un calcul. L'épicier calcule le total à payer, donc c'est une, comme on a déjà dit, c'est une opération de traitement. Le directeur informe ses collaborateurs des résultats, donc pour les informer des résultats, on doit transmettre ces résultats, donc c'est la diffusion. Donc ça, c'était une comparaison des différentes étapes de traitement de l'information. On passe à l'exercice 2. Donc, à partir d'un exemple de votre choix, on vous demande d'élaborer un schéma qui permet de visualiser les composants d'une information. Donc, pour les composants d'une information, ou plutôt la structure d'une information, on a déjà vu que l'information se compose des caractères, des mots, des rubriques et l'ensemble bien sûr des rubriques, il va constituer un article. On va voir l'exemple. Donc Rajisara, née le 10 ou bien le 10 11 89, elle est étudiante. Donc ici vous avez l'exemple. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Après avoir déterminé ou bien donné l'exemple, on va vous demander de terminer la structure de cette information. Oui. On commence par la rubrique. Donc la rubrique, c'est quoi? Ici, on a Rajisara. Rajisara, et c'est le nom et le prénom. Donc ici, on a un mot et un autre mot. En général, elles sont indissociables. Quand on parle du nom, automatiquement, il est suivi du prénom. Donc la rubrique, c'est un ensemble de mots indissociables. Deuxième élément, le caractère. Donc pour le caractère, ici on a deux exemples. On a la lettre N et on a la virgule. Il peut aussi bien sûr s'agir d'un chiffre. Donc pour le caractère, il peut s'agir ou bien d'une lettre, ou bien d'un chiffre, ou bien d'un symbole. Étudiante, c'est un mot. Bien sûr, le mot, c'est un ensemble de caractères. Et l'ensemble des rubriques, c'est-à-dire Rajisara comme rubrique, né le 10-11-89, c'est une autre rubrique, et étudiante, c'est la troisième rubrique. Donc l'ensemble de ces rubriques constitue ce qu'on a appelé l'article. Passons à l'exercice 3. Donc la société EcoPlus désire codifier ses clients et opter pour la structure suivante. Donc on a une entreprise qui a des clients et qu'elle veut les identifier en utilisant des codes. Comment on va faire? Déjà, la structure, elle est là. On a la taille, la zone et le numéro de série, bien sûr, qui est composé de 3 chiffres. Pour la taille, on a grossiste, on attribue 1. Au semi-grossiste, on attribue le chiffre 2. Et au détaillant, on va attribuer le chiffre 3. Pour la zone, les 4 zones, bien sûr, on a le nord, on attribue le 1, le sud, on attribue le 2, l'est, le 3 et l'ouest, le 4. Pour le numéro de série, bien sûr, le dernier numéro attribué, c'était 340, c'est-à-dire que le dernier client, son code se termine avec 340. Donc, automatiquement, bien sûr, le client suivant, il va avoir 341, oui. Le travail à faire, attribuer pour chacun des clients ci-dessus, ou bien ci-après, un code. On a M. Amir, semi-grossiste, la zone, c'est le nord. Madame Maria, détaillante, Agadir. Mademoiselle Selma, grossiste, Oujda. Donc, je vous donne un peu de temps pour réfléchir et on passe à l'attribution, bien sûr, des codes. Oui, on passe. Pour M. Amir, semi-grossiste, la zone, c'est le nord. Donc, pour les semi-grossistes, on a attribué le numéro 2. Pour la zone, c'est le numéro 1. Et comme on a déjà dit, le numéro de série attribué au dernier client, c'était 340. Donc, automatiquement, le client suivant, il va avoir le numéro 341. Pour Madame Maria, détaillante Agadir, comme on a déjà dit, donc pour les détaillants, on a attribué le chiffre 3, ou bien le numéro 3. La zone, c'est Agadir, c'est le sud 2.
Et le client suivant, bien sûr, c'est 342. Pour la dernière cliente qui est Mademoiselle Selma, elle est grossiste et elle est d'Oujda. Pour les grossistes, bien sûr, on a attribué, ou bien on attribue le numéro 1. Grossiste Oujda, c'est 3. Et finalement, le numéro de série, c'est 343. Pour le quatrième exercice, toujours dans le cadre de la codification, on a dit que chaque code doit être vérifié par une clé de contrôle. Et bien sûr, on a vu qu'il existe plusieurs méthodes pour calculer cette clé de contrôle, parmi lesquelles on a vu seulement 3 modules. Calculer la clé de contrôle de l'indicatif 71 223. Donc ici, on a le même code auquel on va calculer la clé de contrôle en utilisant les 3 modulos, 97, 23 et 10. Commençons bien sûr par le modulo 97. Pour le modulo 97, comme on a déjà vu, ce qu'il faut retenir, c'est que la clé de contrôle correspond toujours à 2 chiffres, c'est-à-dire que toujours le reste, puisqu'il correspond au reste de la division par 97, toujours, pardon, oui c'est bon, à 97, donc il varie toujours entre 0 et 96. Ici, on a le code ou bien l'indicatif qu'on va diviser par le modulo qui est 97. Bien sûr, on a le reste de la division qui constitue la clé de contrôle et qui est 25. Donc 25, c'est la clé de contrôle parce que la règle dit que pour ce modulo, la clé de contrôle, c'est le reste de la division par 97 et on doit toujours avoir 2 chiffres. Même si vous avez par exemple le reste de la division de 0 à 9, on ajoute toujours avant le chiffre un 0. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas confondre ce modulo avec le modulo 10. Parce que dans le modulo 10, on a déjà vu que la clé de contrôle, elle est toujours constituée d'un seul chiffre. Oui. Et après, bien sûr, avoir terminé l'opération de la division, on présente sous forme de peine le code avec la clé ou bien avec sa clé de contrôle. Ça, c'est le premier module. Bien sûr, maintenant, on va passer au deuxième, toujours avec le même code ou bien le même indicatif. Pour le modulo 23, la clé correspond à une lettre. I, S et O ne sont pas considérés. Pourquoi? On divise l'indicatif par 23. Automatiquement, on va obtenir un chiffre. Mais la clé de contrôle, elle correspond à une lettre. Donc, cette lettre, parmi les lettres de l'alphabet, on ne doit pas prendre en considération ou bien on ne doit pas retenir le I, le S et le O. Pourquoi? Le I pour ne pas le confondre avec 1, le S pour ne pas le confondre avec 5 et le O pour ne pas le confondre avec 0. Bon, on fait notre opération de division. Après avoir divisé l'indicatif par 23 qui est le modulo, on a obtenu comme reste de division 15. Mais le reste de la division ici, ce n'est pas la clé de contrôle. La clé de contrôle correspond, comme on a déjà dit, à une lettre. Qu'est-ce qu'on fait? On va établir un axe. Qu'est-ce qu'on trouve sur cet axe? On trouve les restes possibles de la division par 23, qui peuvent varier entre 0 et 22. Et bien sûr, à chaque chiffre, on va correspondre une lettre de l'alphabet, à l'exception de I, S et O. Donc ici, on a l'axe de l'alphabet et des restes possibles de la division. Bien sûr, après avoir divisé par 23, on a obtenu comme reste de la division le chiffre 15 sur l'axe. Donc 15 correspond à la lettre R. 15 correspond à la lettre R. Donc qu'est-ce qu'on fait au niveau de la présentation? On va présenter le code, bien sûr, avec la clé de contrôle qui se présente sous forme d'une lettre. Passons au dernier modulo qui est le modulo 10. Pour le modulo 10, la clé correspond à un chiffre. Donc c'est pourquoi on a dit au niveau du modulo 97 qu'il faut toujours ajouter le 0 avant si on obtient un chiffre entre 0 et 9 comme reste de division.
C'est pour ne pas le confondre avec le modulo 10 qui nécessite un seul chiffre au niveau de la clé de contrôle. Donc, comment on fait l'opération, bien sûr, comme on a déjà vu au niveau du cours. On prend le code, on commence de la partie droite. Donc, ça, c'est la partie droite. Si le premier chiffre à droite est pair, on commence notre multiplication par 2. S'il est impair, on commence par 1. Et si on commence par 1, on va multiplier l'autre chiffre qui le suit par 2, le troisième par 1, le quatrième par 2, etc. Si jamais, au lieu de 3, on avait 4, on commence notre multiplication par 2. Donc 2, 1, 2, 1, 2, etc. Ça dépend du nombre de chiffres dans le code, bien dans l'indicatif. La première opération, c'est l'opération de multiplication. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va additionner ou bien ajouter les chiffres du total obtenu. Par exemple, ici, on a 3 fois 1, c'est 3. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 1, ça fait 2, etc. On va ajouter ou bien additionner, faire l'opération d'addition aux chiffres. 7 plus 2 plus 2 plus 4 plus 3, ça fait 18. Après avoir obtenu le total, on va le soustraire de la dizaine immédiatement supérieure. La dizaine immédiatement supérieure de 18, c'est 20. Donc, on va soustraire 18 de 20 et on va obtenir comme clé de contrôle le chiffre 2. Supposons qu'au lieu de 18, on a eu 20. Normalement, on doit la soustraire de 30. Et si on soustrait 20 de 30, on va avoir 10. Et le 10, il est composé de 2 chiffres. Donc, c'est pourquoi, si jamais vous trouvez, par exemple, 10, 20, 30, 40, etc., vous allez soustraire du même chiffre pour avoir 0. Dans ce cas-là, on reste toujours dans le cadre d'une clé de contrôle qui correspond à un chiffre. Pour le 5e exercice, on vous demande d'établir un imprimé, demande de congé, qui sera rempli par toute personne désirant bénéficier d'un congé. Ce document doit identifier le demandeur, préciser le motif du congé et donner suite à sa demande, bien sûr. Comment on va faire? La première des choses à faire, on pose la question s'il s'agit d'un imprimé de position ou bien un imprimé de liaison. Après, on va essayer de trouver les informations qui doivent figurer ou bien nécessaires ou bien qui vont aider le décideur à prendre sa décision. Donc, dans ce cas, il s'agit bien sûr d'un imprimé qui sera utilisé par 2 personnes. Automatiquement, c'est un imprimé de liaison. On va voir son tracé. Puisqu'il s'agit d'un imprimé de liaison, il doit obligatoirement contenir un titre. Donc, comme on a déjà dit, quand il s'agit d'un imprimé de liaison, on doit obligatoirement un titre, tout simplement parce que la personne qui va le recevoir doit automatiquement ou bien rapidement avoir une idée sur de quoi il s'agit. Bien sûr, on doit avoir le nom, le prénom, le service, le matricule, bien le numéro de matricule du salarié, le nombre de jours qu'il demande, la période due, donc la date du début de son congé ou la date du fin. La raison du congé, bien sûr, il y a plusieurs raisons pour avoir un congé. On a un congé annuel, maladie, mariage, maternité ou bien autre, bien sûr, à préciser. Et finalement, le demandeur, bien la personne qui désire avoir le congé, doit signer sa demande pour attendre la décision de son directeur qui peut être favorable ou bien défavorable. Et bien sûr, son supérieur doit signer l'imprimé. Ici, on a couché la case correspondant à votre choix. Comme on a dit, lorsque l'imprimé est utilisé par une autre personne, donc on doit l'indiquer, la guider pour pouvoir remplir l'imprimé. Bon, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.